Je commencerai par dire que le projet européen, c'est un projet beaucoup plus ambitieux que l'ASEAN dès sa conception et le début de sa réalisation. Mais ces deux projets-là, ce sont tous les deux des processus à long terme qui sont toujours en devenir, qui parfois ont à se réinventer et donc sont trop complexes pour pouvoir passer des jugements d'emblée et définitifs. Là, je crois qu'il faudrait citer Jacques Attali, qui avait pris la parole donc il y a 2 jours, et il disait dans la langue de Shakespeare, What unites Europe is a dream. Et plusieurs orateurs qui ont précédé ont rappelé ce constat, et que je partage d'ailleurs. C'est vraiment un rêve, c'est une volonté. Et le projet européen, donc nous le savons tous, est né de cette volonté puissante du never again, plus jamais cela. Et cela a permis à l'Union européenne, à l'Europe, et à ceux qui se souviennent de la Seconde Guerre mondiale ainsi que de la Première, de juger que l'établissement de la paix entre des nations anciennement ennemies, l'avènement de la paix, la construction de la paix entre les pays de la région, c'est peut-être là donc effectivement l'acquis le plus saillant et le plus impressionnant du projet européen. L'ASEAN elle-même, par contre, est née plus tard d'un contexte idéologique de la guerre froide. Mais cela ne veut pas dire que l'ASEAN n'a pas évolué, comme je vous l'ai dit, ce sont des processus en cours de part et d'autre, et je crois que sans avoir cette dimension, dans sa conception, cette dimension, pour ainsi dire, supranationale qu'a l'Europe, je voudrais juste vous rappeler, en lisant quelques passages très brefs, du préambule de la charte de l'ASEAN qui a été adoptée en 2007. Je le fais parce que je soupçonne que peut-être pour le plus grand nombre, l'ASEAN c'est très nébuleux et vous pensez que ce n'est qu'une association intergouvernementale, ce qu'elle est toujours. Mais ça c'est la structure. Mais la substance et la teneur, le processus interne, ça bouge. Donc je voulais le rappeler. Et donc, par exemple, un des paragraphes préambulaires, c'est mindful, je m'excuse, je cite dans le texte puisque la langue commune de l'ASEAN c'est l'anglais, mindful of the existence of mutual interests and interdependence among the peoples and member states of ASEAN, which are bound by geography, common objectives, and shared destiny. Je souligne shared destiny. Donc, nous ne volons pas aussi haut que l'Europe, mais cela ne veut pas dire que nous volons au ras du sol. Voilà. Je voudrais ajouter un autre paragraphe préambulaire très bref. Inspired by and united under one vision, one identity, and one caring and sharing community. Ce caring and sharing community, quand j'ai entendu le recteur de la KUL mentionner cette valeur qu'il disait être primordialement européenne de la générosité, je pense que cette façon de formuler est très proche de ce qu'il a voulu dire. Et finalement, un autre paragraphe préambulaire que je voudrais vous rappeler, c'est « Convinced of the need to strengthen existing bonds of regional solidarity to realize an ASEAN community that is politically cohesive,
economically integrated and socially responsible in order to effectively respond to current and future challenges and opportunities. En passant, la charte rappelle que l'adhésion au principe de démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et du respect de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, en d'autres termes, nous sommes à des niveaux et à des stades très différents. Cela ne veut pas dire que nous sommes totalement différents. Et là, je voudrais vous dire comment je perçois le processus européen et le processus ASEAN. Alors, le processus européen, c'est surtout une logique, une dynamique interne pour moi, qui s'autogénère et qui s'autopropulse. Le travail de soi sur soi qui a été mentionné, tandis que l'ASEAN, au départ, a été une logique réactive. À l'époque, c'était donc la guerre froide, comme je le disais, mais il faut se rappeler qu'ensuite, elle est devenue proactive et aspirationnelle. Le fait que donc nous ayons bâti une charte et que à la fin de cette année, nous allons établir la ASEAN Economic Community. Donc, ça avance à la façon de l'ASEAN même. Là, je voudrais citer un auteur qui est Asad Ul Iqbal Latif à Singapour. Il disait en substance que, et je cite donc dans le texte, It is a lofty vision and ambitious endeavor. Il appelle ça the most exciting international project on offer today. An experiment in pooled sovereignty that is more than a nation, but less than a state. Je crois qu'il a eu une formule très heureuse pour capter le processus européen. Je voudrais maintenant parler dans ces deux processus parallèles et différents. Je voudrais mentionner la question de l'élargissement, qui est à la fois un enrichissement et un défi pour les deux entités. Donc, l'Union européenne, tout comme l'ASEAN, ont dû faire face à un tournant significatif lorsque l'Union européenne a ouvert ses portes aux pays de l'ancien bloc d'Europe de l'Est. Et dans le cas de l'ASEAN, ça a été quand, au-delà du clivage idéologique, l'ASEAN a décidé d'accueillir donc le Vietnam, le Cambodge, le Laos, et plus tard donc la Birmanie, le Myanmar. Il me semble que cette évolution permet accroît la diversité de chacune de ces entités régionales, accroît leur masse critique et enfin, je crois, accroît leur degré de maturité. Et donc, concrètement, si nous regardons vers l'avenir immédiat et un peu plus moyen terme, pour l'ASEAN, nous avons quelqu'un qui attend à la porte. Vous vous en souvenez peut-être, c'est le Timor oriental, Timor-Leste, qui donc s'est détaché de l'Indonésie, mais qui attend toujours son accession. Il est candidat, il a soumis son dossier, mais évidemment, cela cale un peu du côté de l'Indonésie. Mais moi, je crois fermement que ce n'est qu'une question de temps, en ce sens que culturellement, je ne vois pas ce qui peut bloquer, et économiquement, étant géographiquement relié à l'Indonésie, il me semble qu'il y a des synergies positives de toute façon. Par contre, pour l'Union européenne, le dossier turc qui remonte à bien plus longtemps
Et dans le contexte actuel de ce qui passe dans ce pays et ici dans la région, je crois que ce sera quelque chose de plus compliqué et difficile, et donc dans un avenir plus lointain. Je voudrais deuxièmement aborder la question de la souveraineté. En fait, c'est vrai que l'Union européenne a fait une expérimentation très, je dois dire, très créative et courageuse, avec des formes et des niveaux et des processus et des cadres différents pour justement mettre en place ce pooling of sovereignty, avec même une ou deux structures carrément supranationales, comme la Cour européenne de justice. Donc se pose la question que certains auteurs ont soulevée: est-ce que l'Europe s'en vient inéluctablement vers la fin de la souveraineté? Est-ce qu'on va voir la fin de la souveraineté, de la notion de souveraineté de l'État-nation dans un avenir prévisible? Ou est-ce cela pour un avenir très très lointain, où certains groupes politiques l'affirment même impossible, n'est-ce pas? Mais entre l'impossible d'un passage de l'Union européenne à une entité complètement supranationale, avec tout ce que ça implique comme arrangement, mécanisme, etc., et ce qui est possible, évidemment, c'est une chose qu'il faudra continuer d'étudier. En tout cas, certains auteurs disent que even if the practice of sovereignty is in decline, the talk of sovereignty is still very much alive. Et je crois que quand on entend certains députés européens, c'est clair, n'est-ce pas? Il me semble pourtant que ce n'est pas simplement des discours politiques pour des fins électorales. Je crois qu'il y a de réelles tendances centrifuges qui apparaissent et qui sont même montées à travers l'expression, non seulement la voix de groupes politiques, mais également de citoyens dans divers pays comme la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, ou lorsqu'on a parlé du fameux Grexit pour ce qui est de la Grèce. Et donc la crise actuelle des migrants a donc révélé des réflexes de souveraineté nationale qui sont très loin de l'esprit de Schengen et du but de l'objectif du but à long terme d'une Europe sans frontières. Je pense que donc, dans l'avenir immédiat, en tout cas, au regard de ce qui se passe, nous allons avoir un certain piétinement. Et je voudrais bien entendre les amis et les collègues européens, voir si je suis un peu trop pessimiste. J'essaie d'être réaliste plutôt, et il me semble qu'il va y avoir je ne dis pas une pause, mais la vitesse va baisser. La vitesse va baisser sans que la construction européenne s'arrête, n'est-ce pas? Je voudrais troisièmement donc maintenant aborder la question d'actualité de la crise des migrants. Beaucoup de choses ont été dites, mais je voudrais ajouter un propos qui est qu'on ne devrait pas regarder cette crise uniquement à travers une perspective sécuritaire et humanitaire. Je crois qu'il faut qu'on ait une lecture de ce phénomène et de ses retombées comme un problème ou une question, disons, une question démographique, de ressources humaines, de main-d'œuvre et de culture.
C'est pour ça que j'ai été très intéressée par ce qu'avait à dire le professeur John May. Vous n'avez pas abordé la question, si on essaie d'attaquer la question de la sous-fécondité dans le contexte d'une Europe qui devient de plus en plus intercommunautaire, interculturelle et interreligieuse, qu'est-ce qu'on va faire de cette dimension dans le projet d'encouragement à une plus grande fécondité? Il y aura certainement des gens qui vont tirer la sonnette d'alarme populiste en disant attention, le taux de fécondité de ces populations ou communautés arabes et musulmanes va être de toute façon, pas besoin de les encourager, va nous mettre en position vulnérable, etc., etc. Donc je me fais l'avocat du diable, mais je crois que dans le commun des mortels européens, ce genre de réflexion apparaîtra. Je voulais vous donner un exemple de la région asiatique. Vous avez mentionné, Monsieur May, le Japon. Alors le Japon, c'est un cas très particulier. Évidemment, les gouvernants savent qu'ils sont un des pays qui vieillissent le plus vite, mais ils ont une dimension ethnique et identitaire qui fait problème. Donc vous savez, ils sont vraiment une île, et une île au sens identitaire, assez fermée, et donc l'idée d'une pureté, de la pureté ethnique, pour eux, c'est très important. C'est pour ça qu'ils freinent toute immigration, alors que rationnellement, ils savent très bien qu'ils ont besoin de main-d'œuvre plus jeune. Et vous avez dû noter que le Shinzo Abe a essayé de trouver un premier remède à ce manque de main-d'œuvre en encourageant les femmes japonaises à travailler. Parce qu'une grande proportion des femmes japonaises ne travaillent pas. Donc une solution japonaise très originale au Japon, je veux dire, et qui reflète donc la situation japonaise. Voilà un point que je voulais souligner dans la réflexion démographique. La dimension donc culturelle et ethnique ou communautaire, communautaire au sens des communautés culturelles et religieuses, dans ce plan démographique ou ce projet démographique qu'il faudrait peut-être donc prévoir. Je pense qu'on aurait dû on aurait pu prévoir ce raz-de-marée de migrants. Quand la périphérie est vraiment dans une anarchie totale et que justement l'Europe c'est un espace de paix, de stabilité, de prospérité et de vivre ensemble civilisé, c'est vrai que ça exerce un effet d'attrait très très fort auprès de ces malheureuses populations à la périphérie. Donc ça c'est un problème très différent du problème américain avec leurs Mexicains. Alors Donald Trump, évidemment, c'est un peu plus simple, il n'y a qu'une frontière avec le Mexico, il va faire un mur physique, etc. Mais l'Europe n'a pas ce choix, n'est-ce pas? Je veux dire que, de toute façon, politiquement, vous n'envisageriez jamais ça. Mais que faire? Est-ce que ça va continuer? Si ça continue, enfin, genre le flux de migrants, qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Et ça, je crois qu'évidemment, toutes les réunions qui se passent à Bruxelles et ailleurs montrent déjà que vous êtes en train d'y réfléchir. Mais en tout cas, vu de l'Asie, nous vous souhaitons bonne chance parce que c'est vraiment un très très grand défi. Et c'est un défi qui n'est pas seulement sécuritaire, économique, politique, mais aussi culturel également. Et donc intégrer tout ça dans une formule qui marche pour qu'on puisse ne pas vous accuser de ne pas vivre vos valeurs, n'est-ce pas?
Ça, c'est tout un projet qui me semble très difficile. De l'extérieur, je voudrais dire que l'un des aspects problématiques maintenant je passe à une chose différente, c'est comment l'Europe est perçue, en particulier de chez nous, n'est-ce pas? Et donc, de l'extérieur, un des aspects problématiques, c'est donc le poids, le coût financier et l'impraticabilité apparente de vos arrangements institutionnels et de votre bureaucratie. Vous me direz quand même, pour être juste, que vous avez un degré d'imbrication entre vos unités constituantes qui est beaucoup plus intense et constante qu'en Asie du Sud-Est, n'est-ce pas? Mais bon, force est de constater objectivement, et donc avec des populations comparables, je crois que nous sommes près de 600 millions, et même en prenant en considération le fait que l'ASEAN n'a encore aucune institution supranationale et que notre niveau et degré d'intégration est très 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 loin derrière ou en deçà de celui de l'Europe, la complexité de l'Europe dépasse de loin celle de l'ASEAN. Alors je vais de l'extérieur vous dire les choses qui nous paraissent un peu problématiques, n'est-ce pas? Alors premièrement, les langues. Que vous ayez 24 langues officielles, alors que l'ASEAN a fait un choix pragmatique qui sauve la face à tout le monde, parce que c'est pas la langue de qui que ce soit, n'est-ce pas? Au sein de l'ASEAN, on a choisi l'anglais. Ce qui ne veut pas dire que nous ne tenions pas compte de nos populations, mais c'est à chacun d'entre nous, de l'ASEAN, ensuite d'avoir le devoir, les gouvernants, de faire traduire et de diffuser tous ces textes donc comme de l'association auprès de nos populations. Tandis que assurer 24 langues traduites constamment, il me semble que c'est un... Ah oui, non, évidemment, ça crée de l'emploi. Mais peut-être il y a d'autres façons de créer des emplois. En tout cas, le paradoxe, c'est que d'habitude on dit que le paradoxe, c'est qu'on dit que l'ASEAN généralement est très frileuse pour tout ce qui est l'atteinte ou le pooling, les mise en commun de la souveraineté. Eh bien, pour une fois, prenons de l'avance sur l'Union européenne. Nos contributions à la communauté sont égalitaires. Riches, pauvres, le Vietnam et le Brunei et le Laos paient la même chose, contribuent la même chose. C'est quand même important symboliquement, c'est de dire on est égaux. Enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, certains pays, certaines populations de certains pays plus avancés rechignent à l'idée d'avoir à donner des subsides à des pays qui ont rejoint donc la zone plus tard. Pour avoir suffisamment de temps, je vous donne que ces deux exemples. Il y en a encore d'autres. La taille de votre bureaucratie. Il semblerait que vous ayez plus de 40 000 employés et cadres, ce qui est énorme, n'est-ce pas? Ceci dit, je voudrais pourtant ajouter que l'ASEAN s'est montré très flexible aussi dans ses arrangements. Donc, on a entendu beaucoup parler de l'Europe à plusieurs vitesses. En fait, au sein de l'ASEAN, dans sa méthode d'opérer, on a prévu ce qu'on appelle ASEAN plus X. C'est-à-dire, si certains pays n'arrivent pas à garder le même rythme, ils peuvent faire un peu de opt-out ou bien demander à être retardataire par rapport aux pays chefs de file. Je voudrais maintenant dire que l'Europe est en constant processus identitaire.
Ce qui fait que vous tournez vers vous-même, que vous êtes très peu visible, comme le disait, l'Europe c'est très peu visible, comme le disait Véronique Alloin hier. Il me semble que l'ASEAN est davantage tourné vers l'extérieur et a réussi une chose, c'est que, comme on dit en anglais, punching above your belt, l'ASEAN a réussi à, comment dirais-je, fédérer dans des formats différents une pléiade de pays très différents. Je n'en veux que pour exemple le ARF, ASEAN Regional Forum, où vous avez toutes les grandes puissances, mais vous avez aussi le DPRK, la Corée du Nord, la Corée du Sud, et le Pakistan et l'Inde, etc., etc. Mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, je crois que l'ASEAN a réussi une chose, elle a bien su tirer parti de ce que moi j'appelle souvent son rôle de facilitateur commode, or convenient convener or convenient facilitator. Le Japon a du mal à faire venir la Chine a également du mal à faire venir le Japon, mais si c'est l'ASEAN qui invite, les gens viennent plus facilement. Et ça, c'est quand même un avantage, un atout objectif. C'est pour ça que je dirais que l'ASEAN, je crois, ne disparaîtra pas. Il y a de temps en temps des gens qui sont sceptiques. En tout cas, ils étaient très sceptiques en 1995 quand le groupe des CLMV a commencé à rejoindre l'ASEAN. Il y avait un ministre de Singapour qui disait que l'ASEAN c'est une sunset organization, etc., etc. Mais l'ASEAN, dans le contexte actuel de la plus grande région Asie-Pacifique, l'ASEAN n'est pas près de disparaître. Si nous, on ne croit plus en nous-mêmes, en tout cas, les grandes puissances, les autres grandes puissances voudront que nous restions. Je voudrais enfin dire aussi un point sur la question des valeurs. À l'écoute de ce qui a été dit avant, voici comment je perçois et je comprends cette question en relation avec l'identité. Alors, pour moi, il n'y a que des valeurs universelles, valeurs humaines. Ce qui diffère, c'est l'architecture et la pratique variable selon l'époque, la région, le pays, la société, la culture. C'est pour ça que la générosité, il me semble, qui a été mentionnée par le recteur de la KUL, c'est une valeur, pour moi, universelle. On lui donne des noms un petit peu différents selon le vocabulaire chrétien ou le vocabulaire bouddhiste, ou etc., etc. Mais en réalité, on se réfère plus ou moins à la même chose. Et donc, on décline, on pratique de manière un peu différente. Donc, plutôt que de parler de valeurs européennes, comme fut un temps, on avait osé en Asie, certains parler de valeurs asiatiques, et il y avait eu une levée de boucliers, n'est-ce pas? Personnellement, je préfère la façon de décrire comme je viens de le dire. Pour terminer, donc, je voudrais premièrement reprendre le propos de Véronique Alloin qui disait « L'Europe, c'est difficile, mais ça marche » et qu'il n'y a pas d'alternative. Le projet, l'intégration européenne, il faudra donc réconcilier le désirable et le possible. Personnellement, sans être imposée, je me déclare optimiste, réaliste, et je voudrais donc paraphraser une phrase de Voltaire que si l'Europe et l'ASEAN n'existaient pas, il nous faudrait les créer d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie.